Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Vous connaissez le principe de l'émission, parler trading avec des traders. Alors au menu cette semaine, Jetlink, Tesla, le Standard & Poor's, l'or, l'argent et TF1. Il ne me reste plus qu'à présenter nos invités. Nous avons ici Nicolas Chéron, vous êtes éditorialiste boursier, stratégiste boursier, vous travaillez pour zonebourse.com notamment et le site nicolaschéron.com. Enchanté. Merci d'être avec nous. Bonjour Nicolas. Léa Gézéquel, vous êtes spécialiste des produits de bourse. Vous allez nous parler tout à l'heure de Varan, c'est bien ça? Exactement. Bonjour Léa. Jean-Louis, honneur aux aînés normalement. Là, j'ai fait une petite exception. Jean-Louis, vous êtes formateur, président de l'Institut Perceval Finance. Merci d'être avec nous, Jean-Louis. Bonjour. Et Mathieu Lebrun, vous êtes responsable de la newsletter SMS Cash Alert du groupe des éditions Agora. Merci d'être avec nous. Bonjour. Merci Thibault. Mathieu, avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit point sur l'actualité, un fait qui a fait l'actualité cette semaine, l'introduction en bourse de Life, une société spécialiste dans l'hydrogène vert. Alors je rappelle à nos téléspectateurs ce que c'est que l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un carburant qui a la particularité, quand on le met dans un moteur, de ne produire que de la vapeur d'eau. Donc c'est assez utile dans les problématiques de transition énergétique. Alors la particularité de Life, c'est de proposer la production de l'hydrogène vert. Alors c'est quoi l'hydrogène vert? C'est qu'on va utiliser, parce que l'hydrogène n'est pas une énergie primaire, il faut de l'énergie pour fabriquer l'hydrogène. Et donc Life propose de fabriquer de l'hydrogène avec des énergies renouvelables, de l'éolien, du solaire, de l'hydroélectrique. C'est la particularité de cette entreprise. L'hydrogène, vous regardez un petit peu cette industrie, Mathieu? Alors moi, dans une optique moyen-long terme, oui, je pense que ça peut être intéressant. Après, objectivement, toute franchise à court terme, sur les tendances court terme, c'est pas vraiment quelque chose que je suis au quotidien. Donc voilà, c'est dans une optique plus longue potentiellement. Mais... Jean-Louis, vous, les introductions en bourse? Non, je ne les fais pas parce que soit vous en avez à l'introduction et c'est pas bon, soit vous n'en avez pas et c'est excellent, mais du coup, vous n'en avez pas. Donc ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que finalement, quand on participe à une introduction en bourse, le nombre d'actions qu'on peut acheter est assez limité. Oui, voilà. Et puis après, moi, je pense qu'il faut vraiment être un expert d'abord du secteur, de la société. Il faut vraiment travailler énormément les fondamentaux. Donc ça, c'est pas mon job. Et là, il n'y a pas d'historique graphique, bien évidemment. Donc... non, en général, je passe mon tour. Très bien. Nicolas, vous, les introductions en bourse ou l'hydrogène en particulier? Alors l'hydrogène à long terme, bien évidemment. Je pense que l'Europe va vouloir développer cet axe, notamment avec la volonté de moindre dépendance énergétique à certains voisins. Donc l'hydrogène, je pense, a de beaux jours devant lui et devrait être subventionné par l'État. À court terme, je suis d'accord avec Mathieu sur le fait que, on nous parle beaucoup d'hydrogène, mais on ne sait pas encore à quelle vitesse, comment ça va se développer. Donc c'est peut-être un petit peu... C'est naissant, mais peut-être un petit peu tôt. Et en termes d'introduction boursière, je suis totalement en phase avec Jean-Louis. En fait, je n'en fais aucune. Parce que j'attends de voir un petit peu, de pouvoir prendre le pouls. Du marché, de l'accueil. Du marché, de l'accueil. Est-ce que ça monte fort? Est-ce qu'il y a des prises de bénéfices dès le début? Peut-être attendre ne serait-ce qu'une première publication, pourquoi pas. Très bien. Donc voilà, se donner un petit peu de temps, faire sa liste de sociétés hydrogènes, les surveiller, mais ne pas non plus se presser. Je rappelle que pour suivre le secteur de l'hydrogène, il existe un certificat Tracker 100% émis par Société Générale. C'est le Solactive Hydrogen World ex-USA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les entreprises américaines. Maintenant, on va passer à la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, on commence par Nicolas Chéron, vous allez nous parler de Jetlink. Je rappelle que Jetlink, c'est Eurotunnel, hein. Elle a changé de nom il y a 5 ans maintenant, et depuis elle a doublé de valeur. Effectivement, depuis c'est un très beau parcours. Alors, pourquoi et comment j'ai trouvé Getlink? C'est ce qui importe. D'ailleurs, vous voyez ce magnifique graphique qui nous fait du bien, hein. En ce début d'année boursière un peu complexe, ça fait du bien de voir une action qui monte. Et c'est justement comme ça que je l'ai trouvé. Très simplement, j'ai cherché la liste des actions qui étaient en hausse de plus de 15% depuis le début de l'année pour ne trouver qu'un nombre de dossiers qui, d'une part, surperformaient le marché, mais surtout faisaient leur vie. On a actuellement une récession, de l'inflation, une guerre, etc. On a pratiquement tous les pans du marché qui baissent. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais trouver comme pan du marché haussier et particulièrement soutenu ces derniers temps? C'est comme ça que je suis tombé sur Getlink. Getlink qui, en plus de sortir d'une latéralisation assez longue pendant un an au début du mois de mars, donc a cassé son plus haut historique à 17 €.
en plein marasme boursier. Donc ça montre une force et une envie des opérateurs d'y aller. Du coup, lorsque la valeur, après avoir cassé les 17 euros et elle a été à 18 euros, elle est revenue tester ce seuil. En analyse technique, on appelle ça le phénomène de pullback, c'est-à-dire qu'on va casser une zone et on va revenir la tester. Et lorsqu'on l'a testée, je l'ai mis en avant effectivement à ce moment-là auprès de mon lectorat en disant on a une valeur qui fait sa vie, qui est haussière, qui est sur support, elle est susceptible de repartir et de continuer sa tendance. Donc le pullback permet finalement d'assurer un support technique assez important et qui est significatif de l'intérêt. C'est ça montre un niveau de prix clé, ce qui nous permet de pouvoir rentrer sur le niveau en question et surtout de pouvoir placer une invalidation proche. C'est-à-dire que si on était revenu sur cette zone des 17 euros mais qu'on l'avait cassé, on aurait rapidement pu sortir avec un stop de protection à 3-4%. Donc ça permet d'avoir un risque faible, de pouvoir profiter d'un titre sur un seuil clé et d'avoir un gain potentiel relativement élevé. Merci Nicolas. Mathieu, vous allez nous parler d'un dossier que vous avez suivi récemment, c'est Tesla. Alors Tesla, particularité d'avoir un dirigeant qui fait quand même beaucoup de, on va dire, qui fait l'actualité dans les médias, qui est très actif sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas un peu dangereux d'avoir une entreprise qui est quand même ça un peu soumise à la communication un petit peu agressive parfois, en tout cas très intense de son dirigeant? Alors, y a le côté effectivement dirigeant, comme vous le dites. Maintenant, moi, ce qui m'intéressait, c'est 3 points prioritairement. D'une part, le côté growth de la valeur, c'est-à-dire qu'en gros, voilà. C'est comme les Apple, les Microsoft, c'est des titres qui sont très chèrement valorisés, qui sont prépondérants dans le Nasdaq. Et donc, en gros, moi, depuis le début de l'année, j'ai un peu l'idée que le Nasdaq va baisser. Donc, si le Nasdaq baisse, les Tesla, les Amazon, etc., ça va baisser. C'était le premier point. Ce que j'aime bien aussi chez Tesla, c'est qu'il y a du Bitcoin. Vous dites que vous aimez bien quand ça baisse, mais pour pouvoir les racheter, c'est ça? Ah non, du coup, moi, c'était une stratégie short. Alors, du coup, j'étais short sur Tesla depuis plusieurs semaines. Et donc, deuxième point, ce que j'aimais bien, c'était l'aspect aussi lié au Bitcoin. C'est-à-dire que là, depuis autant l'année dernière, j'étais assez chaud sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Autant là, depuis quelques mois, je suis assez prudent. Et donc, par voie de conséquence, si le Bitcoin arrête de monter, on peut se dire que ça va être aussi un frein à une poursuite de la hausse de Tesla qui détient pas mal de Bitcoin. Et également, il y a eu le petit joker en fait, qui m'a fait rentrer en fait, très concrètement, c'était sur l'annonce de Twitter avec l'intérêt d'Elon Musk où pour le coup, en termes de financement, il y avait l'éventualité de vendre des actions Tesla. Donc en fait, il y avait une somme de catalyseurs qui couplée à une configuration, vous voyez, en triangle, qui me semblait assez dégradée, c'est-à-dire qu'on voyait que le titre ne faisait plus de plus haut depuis quelques mois. Donc voilà, on avait une conjonction d'éléments qui m'ont fait me positionner à la vente. On était, vous voyez, autour des 850. Avec un objectif de 700, pour le coup, on était sur 700, voilà. Et pour tout vous dire, là, j'ai toujours en fait à l'instant T les puts. Alors c'était des leviers, voilà, des turbo puts. Alors pour le coup, le levier plus faible parce qu'en plus c'est une valeur très volatile. Le contexte. Si on met du levier sur du levier, ça fait beaucoup. Ouais, voilà, c'est des valeurs. On l'a vu récemment qui peuvent faire du moins 10 en une séance. Donc si on est en levier à 2 chiffres, c'est à mon avis très vite ingérable. Mais dans tous les cas, en fait, progressivement, avec en plus le principe que les marchés baissent plus vite qu'ils ne montent, ce qui se confirme avec Tesla, car ça baisse de 5 ou 8% sur les séances de baisse, et quand on a des rebonds, c'est plus limité. En gros, moi j'avais en première cible les $700, et pour tout vous dire, j'en conserve un seul, parce que je pense toujours que le marché est pas, la fin de baisse de marché n'est pas terminée, donc pourquoi pas aller voir plus bas, $100, $200 plus bas. C'est intéressant parce que Jean-Louis, vous êtes intéressé à la configuration du Standard & Poor's, qui sur ses plus hauts a perdu à peu près combien j'avais noté 18%, 18-20%. Non, 20 et quelques. Évidemment qui a mieux résisté que le Nasdaq qui lui a perdu 30%, mais moins bien résisté que le CAC. En fait, moi je m'y intéresse pour des raisons très, très simples. C'est sa volatilité qui est assez étonnante. Parfois en une heure de temps, c'est du -3, -4 et ça reprend 2,5, 3. Et notamment en séance, en séance, mais dans l'heure qui suit. Et en ce moment, vous avez un intérêt, je trouve, incroyable tous les vendredis. Si vous voulez, sur le Standard & Poor's, vous avez des options listées qui arrivent à échéance à 22h. Et le cours de compense, c'est le prix entre 21h50 de cette option, c'est le prix entre 21h59 et 22h. Et ça bouge, mais c'est délirant. Donc, dans cette minute? Dans la dernière minute? Non, juste avant, si vous voulez. Oui. La demi-heure d'avant ou l'heure d'avant, etc. Ils commencent à préparer de l'artillerie à la hausse, s'ils veulent tirer ou pas. Mais il y a vraiment
des manipulations avérées, le terme avéré est peut-être un peu fort, mais des manipulations, il y a quelque chose. Il y a des intérêts qui se manifestent dans des mouvements assez importants. Ah oui, et pour provoquer des mouvements, pas des tendances, des mouvements, mais extrêmement puissants. Donc, moi, je travaille beaucoup là-dessus, et j'attirais votre attention sur le fait que pour ceux qui veulent faire des turbos, par exemple, peut-être qu'ils ne sont pas obligés de prendre des échéances très courtes, comme moi je le fais, puisque je travaille, c'est vrai, sur des échéances extrêmement courtes, mais il y a vraiment, si vous voulez, à faire, parce que, j'ai envie de dire, en ce moment, ça fait 10 jours à peu près que le marché stabilise. Mais, bon, même si on rate le coche, même si on rate quelque chose, on finit toujours par revenir à la case départ, si vous voulez, voir dans le bon sens, etc. Donc, il y a vraiment matière à travailler cet indice qui cote en permanence, quasiment, via les contrats futurs qui, eux, cotent, sauf entre 23h et minuit, mais ils cotent tout le temps. Donc, si vous voulez... Et vous ne voyez pas le même phénomène sur le Nasdaq 100 ou ce genre de choses? Ou c'est parce que c'est trop volatile? Non, mais probablement. Moi, si vous voulez, je fais du Standard & Poor's. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop regardé le reste. C'est le plus grand indice, c'est l'indice le plus travaillé. Oui, et puis on ne peut pas tout faire. Vous voyez. Moi, déjà, quand je fais des options, si je travaille sur le SP500, sur le CAC, sur le DAX, l'Eurostoxx, les contrats, les Forex, l'euro-dollar, etc. Après, pas trop se diversifier, vaut mieux se concentrer. Ça commence à faire beaucoup. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à regarder, à faire des choses, parce que ça bouge comme jamais ça a bougé. Voilà. Très bien, très intéressant. Il y a un petit phénomène intéressant, si je peux me permettre de rajouter cela, Jean-Louis, tu as dû le noter, c'est qu'il y a la clôture européenne qui rentre vachement en jeu. Pour vous donner 2 exemples, vendredi dernier, on est à moins 4,5 à 17h30. C'est ça. Sur le Nasdaq. Et là, je dis, sur les réseaux, imaginez qu'ils soient en train de nous faire clôturer tout en bas et que derrière, ils reprennent 3%. Ouais. Ils ont fini vert le soir. Donc il y a vraiment le cette Nasdaq a volatilité fini à moins en 0,30, le S&P a fini à 0. Hier, même chose, 17h30 hier mardi. 17h30, le Nasdaq est à moins 2,5. Je dis, oh, ils ne seraient pas en train de nous refaire la même chose, etc. Le S&P 500, dans la dernière heure, reprend 2%. Oui, c'est donc cette volatilité intraday qui est assez étonnante. 2,5. Et le Dow Jones clôture positif. Et tout ça dans une latéralisation. Non, mais à un moment donné, en plus, on fait des breakouts à la baisse, on a l'impression que ça va baisser. Mais il n'y a pas d'accélération. Il y a 0 accélération. On est à 3800 à peu près. Et on finit à 3899, quelque chose. Parce qu'en fait, moi, j'étais vendeur du call 3009. Alors, c'était plutôt pas mal à ce moment-là. Mais je voulais me faire assigner. Mais bon, je ne me suis pas fait assigner. Mais coup de chance, on a ouvert après le lundi au-dessus. Donc, j'ai pu vendre. Mais c'était incroyable, ce mouvement de reprise. Et comme par hasard. Alors, pourquoi ils n'ont pas fait 3009 ? Ils auraient pu, très facilement. Donc, il y a quelque chose. Il y a des intérêts autour de ce niveau-là. Et donc, voilà, on a fini à 99, quelque chose. C'était très drôle. Après, moi, je pense que ces mouvements-là de volatilité, c'est typiquement ce qu'on a dans des marchés baissiers. C'est-à-dire quand on monte, il y a même encore en début d'année, sur la première baisse de janvier, on n'avait pas ce type de mouvement-là, où comme Nicolas le disait, du moins 4 à... Et donc ça, je pense qu'en termes de structure, dans une optique à plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne suis pas sûr que ce soit très sain. Oui, mais ça fait 10 jours qu'ils stabilisent. C'est ça qui est incroyable. Ça fait 10 jours qu'on peut jouer avec ça. Ça dépend de l'unité de temps. Ça dépend de l'unité de temps. En fait, à court terme, je suis complètement d'accord avec Jean-Louis. Il y a des choses à faire parce qu'on est sur un nœud. On est sur un nœud. Et sur ce nœud, tant que ça tient, si on tient cette semaine, on peut faire ce qu'on appelle un bear market rally, c'est-à-dire un rallye haussier d'une tendance baissière de moyen terme, comme le dit Mathieu. Et je suis totalement d'accord avec Mathieu. Via des turbos où le risque est limité. Bon, à la limite, si ça part à la baisse... le risque est quand même constitué par la perte du capital. Il ne faut pas l'oublier. Mais dans ces cas-là, on peut mettre un petit montant. Alors, on va passer à la rubrique. Merci messieurs. Merci, c'était très intéressant. Je suis obligé d'intervenir. C'est passionnant en ce moment. On va en parler pendant 45 minutes. On va passer à la rubrique le zoom sur. Alors le zoom sur avec Léa Jézéquel, vous nous avez parlé la semaine dernière des turbos, enfin il y a 2 semaines pardon, et maintenant vous allez nous parler des varans. Oui, effectivement. Alors c'est vrai qu'ici dans cette émission on parle beaucoup de turbos, je sais que vous en utilisez tous, mais il y a aussi les varans, je suis sûre que vous en faites et peut-être nos auditeurs sont moins familiers avec ces produits. Alors tout comme les turbos, finalement les varans ils ont 2 objectifs, c'est soit d'aller amplifier les variations d'un sous-jacent, donc à la hausse ou à la baisse, ça peut être favorable ou défavorable à l'investisseur, et ça peut aussi permettre de réaliser des stratégies de couverture via des puts si on veut protéger son portefeuille contre une baisse temporaire. Alors les varans,
Ils sont négociables de la même manière que les turbos, c'est-à-dire via votre intermédiaire financier habituel, notamment avec Boursorama dans le cadre de l'offre Bourso Markets. Vous pouvez les négocier de 8h à 22h tous les jours de bourse sur une multitude de sous-jacents. Donc ça peut être des actions, des indices, des matières premières, des devises. La différence avec les turbos, donc elle ne se situe pas au niveau du concept qui est soit effet de levier, soit couverture, mais elle se situe sur la valorisation du produit. C'est-à-dire qu'avec un turbo, on l'a vu, on va regarder principalement le cours du sous-jacent pour comprendre comment le cours du produit évolue. Avec les varants, il va falloir prendre plus de paramètres en compte, puisque les varants, ce sont ni plus ni moins, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans leur connaissance financière, des options, mais faites pour un marché particulier. Et émises par un établissement bancaire. Tout à fait, voilà. Et donc, ces varants, ces options, elles vont varier en fonction du cours du sous-jacent, mais aussi en fonction de la volatilité et du temps qui reste jusqu'à la maturité. Donc, sur l'aspect sous-jacent, si vous êtes haussier, vous allez choisir un call, si vous êtes baissier, vous allez choisir un put, mais sur la volatilité implicite du sous-jacent, toute hausse de volatilité est profitable à la valorisation de votre varant, que ce soit un call ou un put, c'est le même effet. Alors qu'au contraire, si la volatilité implicite sur votre valeur diminue, ça va aller pénaliser la valorisation de votre varant. Donc c'est très important quand vous choisissez votre produit, votre varant, d'avoir conscience qu'en plus d'avoir un scénario sur le sous-jacent, vous avez aussi un scénario sur la volatilité. Notamment, par exemple, pour ceux d'entre vous qui apprécient de mettre en place des scénarios autour d'annonces de résultats, attention, quand il y a un résultat qui va être annoncé, en général, on peut observer une hausse de la volatilité implicite qui est qui est ni plus ni moins finalement la tension et l'incertitude qu'il y a sur les marchés. Et une fois que le résultat est annoncé, Publié, ouais. on peut tout à fait assister à une diminution de cette volatilité qui peut venir finalement contrecarrer votre scénario. Il existe des indicateurs techniques pour connaître la sensibilité du prix d'un varant à ces différents paramètres, Voilà. la valeur temps, la volatilité, etc. Exactement. Notamment, c'est pour ça qu'il est toujours recommandé de se limiter à des varants qui ont un delta entre 30 et 60%, parce que sans trop rentrer dans le détail ici, mais le delta, c'est l'assurance d'avoir, le delta entre 30 et 60%, c'est l'assurance d'avoir un varant qu'on va appeler bien équilibré. C'est-à-dire que bien sûr, il va y avoir un impact de la volatilité, mais qui va rester raisonnable par rapport à l'impact des autres paramètres. Donc on a parlé du sous-jacent, de la volatilité, reste la maturité. Sur les varants, vous avez ce qu'on appelle la valeur intrinsèque, qui est constituée finalement de la différence entre le cours actuel du sous-jacent et le strike du produit. Et on a aussi ce qu'on appelle la valeur temps. La valeur temps, en fait, c'est une poche de la valorisation du produit qui va fondre au fur et à mesure de la vie du produit, puisque finalement, un varant call, c'est ni plus ni moins qu'un droit à acheter un sous-jacent à une date prédéfinie, à un certain montant lui aussi prédéfini. Et du coup, plus la maturité diminue, moins on a finalement l'opportunité d'aller chercher ces niveaux-là. Et donc la valeur temps décroît au fur et à mesure de la vie du produit, d'où l'importance aussi là de choisir un varant qui a une maturité, on va dire, 3 fois supérieure à son scénario d'investisseur. On regardera à ce moment-là le θ, qui est l'indicateur qui mesure la perte de valeur temps quotidienne du produit. Jean-Louis ? Alors juste pour préciser, ce fameux θ justement, globalement on dit que le varant perd les 2 tiers de sa valeur dans le dernier tiers de temps. Ça a tendance à s'accélérer, effectivement. Parce que Il faut préciser, c'est important. Voilà. Pour choisir... C'est pour ça qu'on choisit 3 fois la maturité plus de longue. son produit. Ouais, et ces indicateurs techniques permettent de mesurer le degré de risque du produit. Évidemment, on peut perdre l'intégralité de son capital sur ces produits, en tout cas l'intégralité de ce qu'on avait investi. Mais l'effet de levier peut être intéressant lorsque le scénario qu'on avait anticipé se réalise. Merci beaucoup Léa, vous aviez terminé ? Oui, tout à fait. Merci infiniment Léa. Maintenant, on va passer à la rubrique le coup de cœur des traders. Le coup de cœur des traders, on va commencer avec vous Nicolas. Vous allez nous parler d'argent. J'ai l'impression que vous nous parlez toujours d'argent. Enfin, il y a un mois, vous nous avez parlé d'argent ? Mais on parle d'argent ici. Absolument. On parle d'investissement. On va mettre le chronomètre en route. Attendez. C'est parti, on y va. Nicolas, c'est à vous. Alors, tout simplement, je vous ai parlé des cours de l'argent qui m'intéressaient dans une optique de moyen terme lorsqu'on s'est vu il y a un mois et je vous ai dit que j'aimerais bien l'argent autour des 21 $. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que nous avons tapé les fameux 21 $. Sur ce graphique de long terme, vous pouvez voir qu'en fait, les cours de l'argent entre 2016 et 2020 étaient vraiment écrasés à l'horizontale entre 12 et à peu près 20 $. Nous sommes en train de revenir, un peu comme Getlink tout à l'heure, sur un support
sur un niveau clé qui a été résistance par le passé, qui fait support maintenant. Pourquoi l'argent a chuté ces dernières semaines? Parce que le dollar était extrêmement fort, qu'on attendait inflation, hausse de taux, et voilà une politique monétaire très forte de la Fed. Maintenant, le dollar ne va pas monter éternellement. Il vient d'arriver sur une zone clé. On peut le voir d'ailleurs sur l'euro-dollar. Et donc, on a à court terme les métaux qui réagissent tous. Et dans une optique de diversification, parce que les cours de l'argent sont en très légère baisse depuis le début de l'année, mais sont relativement solides, je trouve qu'il est bon dans les marchés actuels d'avoir une poche sur les métaux précieux. Très intéressant, vous avez été un très bon élève. On a fait moins d'une minute. 1 minute maintenant. Alors, messieurs, trade ou pas trade? Trade pour moi, oui. Trade. Alors, on va commencer par la contradiction. Jean-Louis. Trop tôt. En fait, si vous voulez, on a fait un rebond technique. Alors évidemment, l'achat à 21, il n'était pas évident. Mais au niveau des indicateurs techniques, pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas le signal d'achat. Pour moi, il pourrait apparaître, mais c'est peut-être si ça dérive un tout petit peu encore, autour de 22, au-dessus de 22,60. Voilà, donc c'est très près. Hein. Donc je trouve que c'est peut-être pas la peine, si vous voulez, si on n'a pas payé le plus bas, que de payer maintenant, puisqu'on est presque, si vous voulez, ce que j'appelle moi en contre-signal, c'est-à-dire proche d'un signal d'achat, on peut vendre avec un stop juste au-dessus. Si vous vendez par exemple à 22,50 ou 22,30 même, et vous mettez un stop à 22,80 par exemple, au-dessus de 22,60, la perte, elle est identifiée, elle est très faible, etc. Donc moi, sur mes indicateurs que j'ai sélectionnés, que j'ai regardés, c'est ça à peu près. Hein, mais on a besoin que le cours évolue pour voir s'il n'y a pas des mouvements violents. Mais vous voyez, donc c'est trop tôt. En d'autres termes, vous attendez qu'un mouvement soit entamé pour pouvoir le confirmer par une prise de position. Parce qu'en plus, il s'est déjà entamé le mouvement. Oui. Enfin, il a déjà démarré, mais il n'est pas suffisant pour déclencher quelque chose où les probabilités de poursuivre à la hausse nous permettraient d'acheter, d'investir sur une reprise qui pourrait se poursuivre. C'est trop tôt pour l'instant. Mathieu, vous êtes plutôt trade. Oui, je suis plutôt d'accord. Alors en lien en plus, parce que je vais parler de l'or pour ne pas spoiler par avance. Mais donc effectivement, moi je trouve que c'est plutôt... Alors là aussi, je suis d'accord dans une optique de diversification de moyen terme. C'est-à-dire globalement, pour faire large, entre 18 et 21. Donc ça peut paraître large, mais on est quand même sur quelque chose qui peut être réactif. C'est un peu le même principe que sur l'or, autour des 1750, 1800. Je pense qu'il y a une grosse zone un peu tampon. Et donc je suis assez d'accord à l'idée d'accumuler dans cette région de prix. Ouais. Alors, droit de réponse. Voilà. Ce n'est pas du trading, Jean-Louis. Ce n'est pas du trading. Évidemment, en tant que trader, les cours viennent de passer de à peu près 20,80 à 22 quelque chose. Je n'achète pas un sous-jacent qui vient de prendre 7% en 4 séances. Non. Mais je rappelle que c'est cette zone de prix des... Alors Mathieu dit 18-20, bon on pourrait dire, allez, on peut dire 18-20 si vous voulez, ou 18-21. Mais pour moi c'est du moyen long terme, c'est-à-dire que là si on fait du produit de bourse, c'est du produit de bourse à longue échéance. Les trackers, 100%, sans effet de voilà, levier. et c'est de l'accumulation rationnelle, c'est-à-dire on va à 21, j'en prends un petit peu, on va à 19, et ben je complète ma position. Et tout cela dans une optique de moyen terme, avec des stops relativement larges, et dans une optique de diversification. Donc on est ici pas du tout en trading, on est plutôt dans quelque chose qui va un peu protéger le portefeuille et où on va acheter les excès baissiers. Merci infiniment. Maintenant, il est temps pour Mathieu, vous nous avez donné un petit avant-goût, de nous parler de l'or. C'est bon. Allez, je sens que vous êtes parlé avant l'émission, visiblement. On se met d'accord, on sera d'accord. Alors, on va mettre le chronomètre en route. Pardonnez-moi. C'est parti, Mathieu, c'est à vous. Oui, donc globalement, c'est un peu la même idée. En fait, ce que j'aime bien là aussi, pour terminer sur l'argent, c'est vrai qu'on a une grosse impulsion et généralement, en fait, quand on a un directionnel, une tendance de moyen long terme, c'est dicté par des grosses impulsions, des phases de marché impulsives. Et donc, on l'a vu sur l'argent, le passage, la grosse impulsion vers les 24-25 $ était opportune. Et dans la même dynamique ou dans la même tendance, en fait, on retrouve l'or. Alors, ce qui est pas mal de mon point de vue sur l'or, c'est qu'en plus d'être corrélé à l'argent, on a un côté sécuritaire qui est pas indéniable et qui n'est pas inutile à mon avis dans le contexte actuel. Pour faire simple, vous voyez, on a une zone de support qui est intéressante, ce que je disais dans les 1750-1800 $. Comme le disait Nicolas aussi, il y avait l'aspect dollar avec un euro qui est retombé sur un plus bas mensuel. Donc là aussi, avec peut-être dans une optique à quelques jours, semaines, des attentes par rapport au taux de la Fed qui pourraient s'atténuer. C'est-à-dire que là, on a eu un risque inflationniste. J'ai dépassé la minute. Vous avez dépassé la minute. Voilà, mais je suis plutôt aussi au-dessus. Alors, est-ce que ça a convaincu vos interlocuteurs?
Ah, évidemment, quelle surprise. Jean-Louis, toujours stop. Alors Jean-Louis, Non, mais c'est exactement la même configuration graphique que pour le silver, pour l'argent. On a un arrêt de la baisse, mais on n'a pas encore les conditions réunies pour déclencher un signal d'achat technique. Donc, celui-ci pourrait apparaître, s'il était rapide et violent, peut-être au-dessus de 1880. On pourra peut-être la baisser dans les jours qui viennent si l'argent dérive doucement, enfin construit un peu plus longtemps sa hausse, mais ça peut être dans 3, 4, 5 jours, hein, ça peut aller vite. On pourra la baisser un petit peu, notamment par exemple par rapport au dernier, plus haut côté de la zone d'accumulation. Mais voilà, c'est tout. C'est le market timing qui n'est pas là. En effet, vous pouvez lâcher votre Nicolas disait tout à l'heure, le côté trader. Alors moi, je vais amener le côté un peu trader rapide, etc. Après, maintenant, si les gens se disent autour de 1800, je pense que c'est un bon niveau de prix. Hein, mais on retrouve cette réflexion partout. Hein. Dans la notion d'investissement, on définit un niveau de prix sur lequel on essaye d'acheter au plus bas. Donc, même constat sur les métaux précieux, or argent, même constat. On attend que le mouvement d'après vous se consolide. Nicolas, vous étiez plutôt d'accord évidemment avec Mathieu. Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Après, il y a deux façons d'entrer dans un marché. Je suis désolé Jean-Louis, mais on a ici un actif qui est recherché, qui est en hausse depuis le début de l'année, qui surperforme le marché, qui est aussi à moyen terme. Où est-ce qu'on l'achète? On ne l'achète pas en pleine hausse au-dessus de 1880. Ça, c'est du trading de court terme. On l'achète sur le support. Moi, l'or à 1800 $, 1820, j'achète le support. Je ne cherche pas à savoir s'il va tenir ou pas. Je pense qu'il va tenir. On est dans un marché qui est déprimé, on a une mauvaise macroéconomie, l'or est une protection, le dollar était monté à des niveaux extrêmes. Et donc, l'or est revenu à 1800 $. Jean-Louis parle de baisse. Oui, baisse sur les dernières semaines, mais cette baisse s'inscrit dans un mouvement haussier de moyen terme qui lui-même s'inscrit dans un mouvement haussier de long terme qui lui-même s'inscrit dans un mouvement haussier de 20 ans. Voilà pourquoi j'ai de l'or en portefeuille et voilà pourquoi à chaque baisse, comme Mathieu je pense, j'en rachète. Merci Nicolas, très intéressant. Maintenant on va passer avec Jean-Louis à TF1. TF1, on va mettre le chronomètre, on va demander à la régie, merci beaucoup, à 0. Jean-Louis, c'est à vous. TF1, pourquoi TF1? Alors, il y a beaucoup de valeurs en effet qui sont sur des niveaux support. Ok. La question qui se pose souvent, c'est qu'est-ce que je fais? J'y crois pas. Bon, là, si on y croit, par exemple, avec la potentielle fusion avec M6, enfin, réponse à l'automne, hein. C'est un dossier spéculatif. Et souvent, on a besoin d'avoir une confirmation de ce qu'on pense. Et on peut, c'était un peu une astuce que je donne aux auditeurs, c'est d'aller regarder ce que font éventuellement les dirigeants des groupes, puisqu'ils ont une obligation, si vous voulez, de déclarer leurs achats, leurs ventes, etc. Et on s'aperçoit depuis quelque temps que, notamment, Bouygues achète du TF1, etc. Et ça, vous pouvez le trouver auprès du site de l'AMF, etc. Donc, il y a des achats, alors, ce n'est pas des initiés, hein, ce sont des gens mais qui ont quand même une vision très précise du dossier. Et on est, sur le plan chartiste, sur un niveau support, où, en effet, il n'y a pas encore le signal d'achat. Mais l'astuce, c'était surtout de dire, regardez les déclarations des dirigeants sur les entreprises dont ils connaissent parfaitement les rouages. Très intéressant. Alors, messieurs, vos raquettes de ping-pong, trade ou pas trade? Ouais, j'aime bien aussi, effectivement, comme Jean-Louis, pour l'aspect capitalistique par rapport à M6. On a aussi un dividende, je crois, qui va suivre, alors de mémoire, je n'ai pas les dates, mais je crois que c'est en juin, et donc ça doit faire du 7-8% sur les cours actuels. Donc là aussi, j'aime assez bien le risk-reward, c'est-à-dire qu'on a effectivement un risque qui est assez limité par rapport à un upside si ça se redresse, qui peut être conséquent. Ouais. Je vois que tout le monde est d'accord. Oui, Nicolas aussi. oui, c'est très bonne idée de Jean-Louis de parler des déclarations AMF et des déclarations dirigeants, parce que c'est vrai que souvent on y décèle des petites intentions. Quand un PDG se renforce dans son entreprise, c'est quand même un signal fort, une bonne chose. Alors il faut faire quand même attention, hein. On a vu certains dirigeants se renforcer sur des actions qui ont perdu 50% depuis. Mais voilà, une très bonne information. Alors après, si je peux compléter ce qu'a dit Jean-Louis, peut-être une entrée en 2 temps. C'est-à-dire qu'on a un support, on prend une première position avec un risque mesuré. Et puis on a une zone autour de 7,70, 7,80 qui
c'est les plus hauts de la semaine dernière et la moyenne mobile à 20 séances. Donc en fait, si on arrive à passer au-dessus des 7,80, c'est que d'une part, il y a eu de l'intérêt et que d'autre part, il y a en plus spéculation. Et ça permet d'avoir une première position, mais de ne compléter l'autre moitié que si et seulement si le scénario se passe bien. Très intéressant. Alors, Bon, vous c'est étiez bien, tous d'accord. Nicolas, c'est il a parlé plus que moi pour. Je viens de compléter. En complément. Merci messieurs, très intéressant. Maintenant, nous allons passer à la rubrique tant attendue, le quiz. Rubrique le quiz avec un nouveau format aujourd'hui Léa, vous nous proposez un tout à qui fait. suis-je? Une avant-première. Aujourd'hui, c'est un qui suis-je. Donc, le principe, vous allez avoir une courbe qui s'affiche à l'écran, un horizon temporel, mais pas de niveau de prix. Sur cette courbe, vous aurez 3 choix possibles. À vous de buzzer pour nous dire laquelle de ces 3 valeurs représente la courbe affichée. On va voir si vous êtes des On a spécialistes. le droit de buzzer avant les noms. Non. Non, toujours pas. Netflix. Alors, Désolé. première question. Quelle action américaine se cache derrière cette courbe depuis le début de l'année? Petit 1, Microsoft. Petit 2, Netflix. Petit Non, 3, Nvidia. Vous avez perdu votre droit de parole. Allez, à Mathieu. Ah bah non, il avait déjà buzzé. Et je te... Ah bon? Ah bah oui. Bon, allez, Bien sûr. Jean-Louis. Jean-Louis, Honneur à vous. Les règles, Honneur à vous. Non, Ils ont non, mais tous vous triché. êtes Moi, j'ai discipliné, gentiment j'encourage les ça. règles Bon, sont les alors, règles. vas-y, alors. Un peu de Vas-y, calme. Non, non, je croyais que t'allais Jean-Louis, buzzer. on encourage de la discipline. discipline sur ce plateau. Non, mais Allez-y. il a dit qu'il n'avait pas buzzé. Je le crois. Vas-y. J'avais pas buzzé avant. Mais alors, comme ça, moi, Netflix, je pense que ça baisse plus que ça, en fait. Alors, je sais pas. Donc, j'aurais plus tendance à dire Microsoft, ouais. Désolé. Non, passe. Ce bon. n'est pas Microsoft. Eh ben, Ça tant valait pis le pour coup de moi. se Alors, battre. voilà. Jean-Louis. Ça doit être- c'est- Franchement, je dirais Netflix. C'est ça, Jean-Louis. Oui, c'est ça. Bravo Jean-Louis. Effectivement, alors pourquoi c'est Netflix? Vous voyez quand même que là, il y a clairement 2 chutes très marquées depuis le début de l'année qu'on ne retrouve pas sur Microsoft ni sur Nvidia. Première chute fin janvier où on annonce finalement des mauvaises perspectives de croissance et ça provoque une baisse quand même de 20%, donc c'est une courbe assez notable. Et ensuite, deuxième dégringolade, mi-avril, puisque là, on est carrément sur une baisse de 35%. C'est la première fois que Netflix annonce une perte d'abonnés durant les 10 dernières années. Et effectivement, le marché n'a pas du tout apprécié cette nouvelle. C'est super dur hein, quand même. Parce qu'en plus, Ouais, moi, ça va. on, Bah on- écoutez, on je n'est l'ai pas dit là. direct, non, on il va pas les faudrait. dire. Non, Ah, mais Nicolas, C'est là, une échelle ça se voit, logarithmique ça se ou je sais voit. pas, parce que là, c'est écrasé, je trouve. Un au peu, niveau non, de franchise, mais c'est bon. une échelle arithmétique, mais il faudrait peut-être. Voilà, c'est ça. Un peu de discipline, s'il vous plaît. C'est dur. Pour le Un point pour Jean-Louis, 0 pour Allez, vous Mathieu, allez 0 vous pour refaire. Nicolas. Deuxième question. Alors, quel indice se cache derrière Non, ces désolé, variations j'arrête. Quel indice se cache derrière ces variations au cours des 5 dernières années? Moi, je sais, ouais. Bah oui, Bah alors vas-y. Allez Mathieu. Allez, le VIX. Ah oui, Exactement, bien sûr. vous voyez, Ah. c'est pas si dur. Ça, c'est dur. Enfin, ça, Ah c'est ouais, facile. ça c'est facile. C'est plus Et vite que effectivement, Netflix. alors, il y a un pic extrêmement Oui, oui, notable pour ça, oui. dû au Covid, plus 680% pour le VIX entre le 17 janvier 2020 et le 16 mars 2020. Donc là, il n'y a pas de doute, vous voyez, ça n'a rien à voir avec les deux autres Il y en courbes. a qu'un qui monte sur. Oui. Je Sur rappelle les trois, qu'il ne en fait. faut pas parler tous en même temps, parce que sinon c'est inaudible pour nos téléspectateurs et nos auditeurs qui nous écoutent en podcast. Donc, le VIX, communément appelé l'indice de la peur qui se tend lorsque les marchés baissent. Exactement. Léa, je vous en prie. Alors, troisième question. Quelle paire de devises désigne cette courbe depuis le début de l'année? Est-ce l'euro-dollar, l'euro-franc suisse ou l'euro-yen? Ah, c'était Nicolas. Je pense que c'était Jean-Louis. Arrêtez de me contredire. Allez Jean-Louis, c'est pour vous. Je dirais l'euro, JP, l'euro yen. Oui, bah c'est bien Jean-Louis. Je pense. Ouais. Ouais. Je ne veux pas vous faire perdre confiance, tout à fait. Effectivement, c'est la seule de ces paires qui est haussière en 2022 avec 4% de hausse, quand effectivement il n'y a pas beaucoup de mouvements sur l'euro-franc suisse et que sur l'euro-dollar, on est plutôt sur une hausse. Là, c'était facile. Alors comme vous êtes indiscipliné, j'ai perdu le compte des points. Je sais que vous en avez deux, mais la dernière question c'était donc... Non, ouais, je- 2, hein. C'était Mathieu. C'était Donc Mathieu. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Mathieu et La 0 belle. pour Nicolas. On joue tout sur le dernier. Non, il y en a encore 2. Il y en a encore deux, il y en a encore deux. Ah, Alors, Quatrième question. quelle action française se cache derrière cette courbe depuis janvier 2020? Est-ce Solution 30, Orange ou Total Énergie? il marche pas. Ouais, non, ouais, vas-y. Allez Nicolas, C'est c'est pour Solution vous. Je vous ai- 30, Bah bien oui. sûr. Très bien. Solution 30. Ça, c'est J'ai été facile. désavoué, non. Alors, on remarquera sur Netflix et Solution 30 que le marché nous prévient avant de nous mettre des gifles.
Solution 30 avait déjà chuté avant de rechuter une deuxième fois, puis récemment une troisième fois. Netflix avait déjà fait un La profit première warning. chute, elle ne prévient pas trop, là. Hein. Non, la première ne prévient pas, mais elle se fait en séance et on peut sortir avant de se prendre un gap de 50%. Pour le coup, elle est plus visible que sur Netflix, je trouve, sur le graphique. Après, ça n'engage que moi. Mais Parce que je l'ai On va mauvaise sur laisser Netflix, Léa, mais... on va laisser Léa expliquer un petit peu la configuration, un s'il peu vous plaît. effectivement comme sur Netflix, il y a deux chutes extrêmement marquantes sur les courbes, une pour les accusations de blanchiment d'argent et la deuxième sur les auditeurs qui n'ont pas réussi à certifier les comptes. Donc voilà vraiment. Là c'est facile, c'est vrai, on sait que c'est pas Total, on sait que c'est pas Orange. Ouais, Orange monte. C'est comme le VIX. Merci messieurs. 5e question, donc 2 points, 2 points. Alors, quelle matière première représente ces variations depuis le début de l'année? Est-ce le palladium, l'or ou le nickel? Ah, vous parlez tous des matières premières, je vous pensais plus réactif sur cette question. Nicolas, Je vais me planter. allez-y. Allez-y, Ils se Nicolas. ressemblent tous. Moi, j'aurais dit Ah, Palladium. pas mal, hein. Mais bon, Bah, Pour sauver l'honneur, Nicolas. allez. C'est vrai que le Palladium, De la ça avait concentration. cette tête, en mars, ça a explosé et c'est retombé derrière très vite. mes Je collègues sont gentils. Je Palladium. mettrais Palladium. sur le Eh ben non, faut pas écouter vos collègues. Vous allez voir. Je redonne la main. Alors Bah, on ne sait pas. Ah, faut buzzer. J'aurais dit l'or, moi, à la base. Ouais, Vu le graphique, c'est bizarre, mais l'or, ouais. Non. C'est Le non, nickel je sais pas, c'est vraiment Vas-y, pas ce que buzz, je Mathieu, pensais en buzz. fait, mais je vais dire nickel. Nickel, C'est alors. le nickel, effectivement, il y a eu un pic extrêmement significatif, un peu après l'argent, après Mais le le palladium, palladium, oui. effectivement. Et très Ça se ressemble un petit peu, hein. Le but c'est que ce soit pas trop simple non plus. Et c'est dû à l'explosion des prix du nickel avec la guerre en Ukraine, puisqu'il y a bien sûr une crainte d'embargo sur le nickel, et qu'en plus de ça, le nickel est extrêmement soutenu structurellement, puisqu'il sert beaucoup dans tout ce qui est véhicules hybrides. Ouais. Merci, donc victoire de Mathieu Non, je crois Lebrun. qu'il y a égalité, non? Non, vous aviez 2-2. Vous avez Et surtout, vous j'ai avez eu le réussi point à du avoir- nickel. Ouais, Vous avez bravo, le Mathieu. point nickel. Franchement, Le point nickel. Merci messieurs, merci à tous, merci Léa. Et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission Trade ou pas Trade. Merci à vous.